Ceci n'est pas ma première conférence au Web Today. J'ai adoré ça l'année dernière. J'étais au Trampolino. Et puis, j'ai fait une conférence qui avait le thème, tout simplement, « Les émotions comptent ». Et là, j'ai rajouté du contenu. Donc, c'est avant, pendant et après. Ce n'est pas le même contenu. Si jamais vous êtes curieux, il y a une version audio. J'avais pris le temps de la filmer, de l'enregistrer. Vous aurez accès aux slides. C'est écrit dans le bas de chacune des slides l'URL pour y accéder. Ça va me faire plaisir si vous voulez utiliser les contenus qui sont là-dedans. Il n'y a aucun problème. Qui suis-je? Isabelle Lopez. Je travaille depuis 10 ans chez Emma 14 en stratégie, en création, en UX. Concrètement, qu'est-ce que je fais? C'est comme une espèce de mélange de marketing, de modélisation d'affaires, d'accompagnement de chefs d'entreprise dans une logique de conversationnel, communauté. Puis tout le monde me dit toujours, « Ouais, mais ça fait quoi ce que tu fais? » Moi, ce que je fais, c'est que j'aide les gens à atteindre les objectifs d'affaires par le qualitatif sur des points de contact spécifiques pour pouvoir réussir à faire basculer les clients dans une émotion positive qui génère de l'engagement et de la fidélisation. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je suis assez fière de ce que je vais vous montrer parce que ça fait 10 ans que j'ai quelque chose dans ma tête, mais je n'avais jamais été capable de l'illustrer simplement aux gens pour qu'ils puissent eux-mêmes s'en approprier. Et puis, j'espère que ça va être le cas, que dès la semaine prochaine, vous pouvez faire quelque chose avec ça. Et si vous voulez me donner du feedback, j'aimerais beaucoup ça. Donc, c'est pas naturel, hein, on veut cliquer vers le... La prémisse de base, c'est pas UX. La prémisse de base, en fait, grosso modo, c'est que les clientèles ont des expériences avec nos organisations, que ce soit des expériences que nous générons ou pas, et ça les fait basculer dans leurs émotions. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un point de contact, un événement quelconque, la personne arrive avec une émotion A, ça la transforme, elle passe en émotion B. Donc, en gros, de quoi il s'agit, c'est quels sont les effets qu'on a sur nos clients. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va mal? Et aussi, est-ce qu'on arrive à... Puis on va être binaire, hein, parce qu'on n'a pas le temps là, de commencer à y aller dans les teintes de gris, c'est bien ou c'est pas bien. Mais on va s'intéresser à savoir comment est-ce qu'on fait pour récupérer ça ou encore pour pouvoir analyser ça. Donc, mon histoire commence avec des brosses à dents. Des brosses à dents qui allument, qui durent chacune 1 ou 2 minutes, selon les écoles de pensée du temps de brossage recommandé. Et les brosses à dents, c'est assez important dans ma maison. Voyez-vous, si vous avez des enfants qui n'aiment pas se brosser les dents, ces brosses à dents peuvent vous changer votre vie. Parce que la routine du matin consiste à une série d'étapes qui, lorsque le lavage des dents se passe mal, peut avoir un impact sur à peu près toute la matinée. Grosso modo, je pense qu'on peut appeler ça un point de friction chez nous. OK? Qu'est-ce que c'est qu'un point de friction? Vraiment, la définition physique, c'est de dire que c'est une force qui oppose une résistance, ce qui est absolument le cas de mes 2 enfants. Et quand on a découvert ça, écoutez, ça allume, il y a des personnages, c'est extraordinaire. Il y en a qui font de la musique aussi. Et quand on découvre ça, les enfants ont envie de se brosser les dents. Et quand c'est le temps de changer la brosse à dents, ils ne veulent pas. Mais au moins, tu es très content. Donc, tout d'un coup, un problème que tu avais chez vous est résolu. Et ça, on peut appeler ça de l'enchantement. Guy Kawasaki, qui est un marketeur connu du Silicon Valley, disait que l'enchantement transforme les situations et les relations. Okay? Ça convertit l'hostilité dans la civilité et la civilité dans l'affinité. Donc, on ne passe pas là, de l'hostilité à l'affinité, une étape à la fois. Là. Et puis, ça change les sceptiques, les cyniques en croyants et ça rend les gens loyaux. J'ai de la misère. Donc, comment renverser une situation? J'avais un problème de brossage de dents et après, je n'ai plus de problème de brossage de dents. Donc, on peut dire qu'un point de friction, tout à l'heure, je vous montrais qu'il y avait une émotion A, un événement, une émotion B, il vient de devenir soit un événement positif ou négatif. C'est très important de dire que ce n'est pas quelque chose qui est commun à tout le monde. Dans vos segments de clientèle, il y a des gens que ça va bien aller, des gens que ça va mal aller. Par exemple, si vous vous intéressez tout simplement à la dame qui accueille les clients, tout d'un coup, un matin, elle ne sera pas sympathique parce qu'il est arrivé quelque chose la veille et ça va être une émotion négative. Donc, d'où toute la problématique de réussir à décortiquer ça puis à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Puis de pouvoir se dire, bon, ben, où est-ce que je peux intervenir pour améliorer l'expérience de mes clients et surtout arrêter de perdre des clients potentiels juste parce qu'ils sont fâchés. Parce que l'émotion, lorsqu'elle est forte, ou encore une forte absence d'émotion, a un impact quand même assez à long terme. Parce que mon dernier achat de brosse à dents peut dater d'il y a 3 mois. Mais si je me rappelle de toute
la simplification de la dynamique familiale, tout d'un coup, un objet qui est censé être une commodité va se démarquer parmi une série de brosses à dents. Et c'est pour ça qu'en marketing, les brosses à dents ou les chewing-gums ou quoi que ce soit, ils passent beaucoup de temps à nous expliquer la longueur du poil, la forme, les petits picots sur le manche, pour essayer de donner de la valeur finalement à leurs produits. Et là, je pourrais vous parler, par exemple, d'un exemple de produit qui, chez nous, a eu de la valeur. C'est les chaussures de ma fille, Émilie, qui allument, tout simplement. Donc, je ne sais pas si on les voit à la caméra, mais oui. Alors, quand on magasinait tout simplement des chaussures, elle s'est mise à essayer celle-là, puis là, elle s'est dit « Waouh! » Puis là, elle tapait dessus, puis là, elle les portait. Et puis là, on s'est dit « Bon, ben, OK, on va les acheter. » Mais tous les jours, elle a tapé dessus, elle marchait, mais elle regardait ses souliers. Et elle avait vraiment du plaisir. Et moi, ma fille, elle avait un moment d'enchantement. Mais moi, comme mère, j'étais vraiment là avec les licornes. Puis je me suis dit, waouh, je revivais mon enfance. Ça existe depuis les années 80. Ma mère m'en a jamais acheté des chaussures comme ça. Puis là, ben, voyez-vous, mais encore aujourd'hui, on les a pas jetées, ces chaussures-là, parce qu'ils sont super. Et puis, chaque fois qu'il nous faut des nouvelles chaussures, instinctivement, sans y penser, on se rend au même magasin Geox, là où on a acheté les chaussures avec des lumières, même si la dernière paire n'avait pas de lumière. Donc, l'expérience client, pour nous, chez nous, là, on est vraiment des adeptes de la lumière sur les chaussures. C'est quelque chose qui est dans notre histoire familiale. Mais ça, Geox ne pouvait pas le prévoir. Eux autres, ils se sont dit, bien, les enfants aiment ça, des lumières, puis on va le mettre. Et donc, quand on est une marque, tout ne dépend pas de nous. Il y a une partie qu'on ne contrôle pas. Et c'est pour ça qu'il faut aller parler à nos clients, c'est pour ça qu'il faut les interroger, parce qu'on va apprendre des choses, on va découvrir des nouvelles choses sur nos clients, et on va y venir plus tard à cet aspect-là. Des fois aussi, on a des bonnes surprises. On fait des interventions d'ordre publicitaire. La publicité, vous savez, c'est du push. C'est des choses qu'on essaie de pousser, mettre dans la gorge des gens pour qu'ils fassent des choses qu'ils n'avaient pas prévu de faire. Mais celle-ci, ça, c'est intéressant. Au Québec, il y a une compagnie c'est l'équivalent du Quick ou du McDonald's, c'est de la restauration rapide, puis ça s'appelle Ashton. Et Ashton, pour plein de raisons qui sont longues à expliquer, on a considéré que c'est eux qui avaient la poutine originale. C'est la première poutine, la plus importante. Quand tu manges une vraie poutine, tu manges une poutine de chez Ashton. Bon, puis là, il y a des guerres de clochers là-dessus. Mais il reste qu'à un moment donné, ils se sont dit, bon, ben, quand c'est le milieu de l'hiver, puis qu'il fait froid, les gens sont chez eux, ils sont comme, non, je ne sors pas, il fait trop froid. Ils se sentent, comment je vais faire pour continuer de vendre? Moi, j'ai encore mes frais fixes. Une poutine, c'est rassurant, c'est chaud, c'est calorique. Ils vont avoir envie de marcher dehors. On va faire un rabais météo. Il fait moins 28 degrés Celsius dehors, bien, moins 28 sur la poutine. Et ça a tellement bien marché que ça a duré presque une décennie. Tous les hivers, il y avait le rabais météo. Et tellement que c'est rentré dans les coutumes puis dans la façon de parler. Quelqu'un qui rentre à l'intérieur dit « il fait froid ». Puis l'autre dit « ben non, il ne fait pas si froid que ça. Il fait juste moins 12 % sur la poutine. » Donc, c'est rentré dans les mœurs. Un autre exemple de choses bizarres qui peuvent arriver, c'est au Québec, on a l'équivalent du sopalin qui s'appelle le Sponge Towel et ils ont une espèce de bonhomme pour incarner la marque qui est comme une espèce de monsieur bonhomme Michelin. Et lui, ça a créé toute une série de... Êtes-vous capable de mettre la vidéo? La vidéo. La vidéo, c'est un lien. Je ne peux pas croire que vous allez rater le Sponge Towel. Est-ce que tu es en mesure de le mettre? Merci. Non, c'est la vidéo. Et dans le bas, il y avait un lien. Regarde juste en bas. Là, je vais en avoir 4 comme ça, fait que... C'était là la version finale. Ici, ça. Est-ce que quelqu'un a une joke à raconter? Juste après ça. Donc, tu as le lien juste en bas. Oui, je vais te dire quelques fois comme ça. Pogne le lien. Puis, comme on dit, dans Tout le monde en parle au Québec, Manon pèse sur le piton. Il est juste là. Vimeo. Copier-coller. Tu peux pas le prendre? Ah, OK. Bon, ben écoutez, on va... Oui, mais tu peux pas le retaper à chaque fois. Là. Des fois, j'ai des liens épouvantables. Là. C'est une image.
tiens à dire que le Web Today était averti que c'était des liens. Mesdames et messieurs, grâce à sa force d'absorption, Spongy va relever le défi Sponge Towers. Être plongé, enchaîné dans ce bassin et en ressortir vivant. Je vous demande le plus grand silence. Applaudissez-le! Au Québec, on fait vraiment confiance à Sponge Towers et les nouveaux ultra-forts sont encore plus résistants. Sponge Towers, absorbant, pas à peu près. Pas à peu près absorbant. Donc, on est maintenant rendu d'environ 5 années de ces publicités-là et ça génère quelque chose. Ça fait au moins 5 années qu'on n'a pas eu des pubs comme ça, OK? Mais reste que néanmoins, ça a tellement touché les gens, c'était bien fait, que ça a généré toutes sortes de comportements. Vous n'avez qu'à aller sur la page Facebook de Sponge Towel pour vous rendre compte qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui est très heureux de partager à Sponge Towel, qui s'est déguisé en Sponge Towel pour Halloween. Elle a gagné 100 $ parce qu'elle avait le meilleur déguisement. Ou encore, il y avait une dame qui prend une photo d'elle quand elle était jeune et elle dit « Regarde, j'ai l'air de Spongy! » C'est super. Donc, les gens, quand on fait quelque chose qui est signifiant pour eux, qui les marque, qui crée une émotion forte, ils vont tout d'un coup, ils vont embarquer, ils vont donner d'eux-mêmes. Et quand ils donnent d'eux-mêmes, on rentre en relation. Hein, parce que si supposons, on est 2 amis, il y en a juste un qui parle, on n'est pas très, très en relation. C'est la même chose. Donc, les émotions comptent. Et les émotions comptent avant. OK? Parce que des fois, on arrive, même si on a déjà consommé avant, on arrive avec des attentes, des pensées. Peut-être qu'on était dans le trafic avant. Donc, les émotions comptent parce que ça conditionne la relation qu'on va avoir. Pendant, bien, par exemple, toute l'industrie du divertissement savent que le pendant est très, très, très important. Mais là aussi, le après. Et le après, étonnamment, peut avoir plusieurs années de décalage et continuer quand on a vraiment généré une émotion forte, une relation. L'entonnoir de vente traditionnel en marketing consiste à dire, bon, bien, grosso modo, on commence à voir les gens, on leur donne de l'information, puis on essaye de leur vendre. Okay? Et le problème avec l'entonnoir de vente traditionnel, c'est qu'il est focus sur le fait qu'on s'intéresse qu'à vendre. Donc, on se dit juste, le Saint Graal, c'est la vente. L'entonnoir traditionnel de marketing ne considère pas du tout l'après-vente, ne considère pas le retour, ne considère pas le fait que les amis se parlent entre eux. C'est plutôt basique. Ça marche peut-être pour vendre du savon, mais ça ne marche pas nécessairement pour vendre des business où est-ce qu'on veut avoir une relation long terme et qu'on essaie de construire quelque chose. Pourquoi c'est si important de s'intéresser à la fidélisation? Je vais vous donner quelques chiffres. Okay? Quand on s'intéresse à 15 % des clients les plus fidèles, ceux qui achètent le plus, qui reviennent le plus souvent, ça consiste souvent à 60 % des ventes totales d'une organisation. Quand on a des clients habitués qui consomment chaque année, chaque semaine, chaque mois, peu importe, il y en a toujours là-dedans qui arrêtent de consommer. Peu importe la raison, ils meurent, ils déménagent, ils font autre chose, ils sont allés chez les compétiteurs. Si on réduit le nombre de personnes qui étaient des clients fidèles de 5 %, donc c'est ce qu'on appelle le taux d'attrition, puis qu'on les garde avec nous, comme c'est des gens qui sont tellement au courant de notre business, donc ils ne nous coûtent presque plus rien à entretenir, on n'a plus besoin de faire de support, ils font juste continuer de payer avec nous, ça va augmenter de 25 à 85 % du bénéfice net de l'entreprise. Et puis, autre petite statistique intéressante, si jamais à un moment donné, vous avez envie de couper les frais parce que vous voulez économiser, vous voulez générer plus d'argent pour la fin de l'année, bien, pensez-y bien. Si vous augmentez seulement d'1 % la fidélisation, vous allez réussir à réduire, ça va être l'équivalent comme si vous aviez réussi à couper dans les coûts de maintien de la boîte de 10 %. Donc, c'est pour ça qu'il y a toutes sortes d'autres chercheurs qui sont arrivés avec d'autres modèles. Par exemple, ici, on a celui dans le Harvard Business Review, un chercheur qui dit, bien, voici, regardez de quoi ça ressemble le Loyalty Loop. Quand je suis dedans, bien, c'est beaucoup moins de travail pour l'organisation pour pouvoir revendre. Puis la personne revient plus vite et elle passe beaucoup de temps à profiter, puis finalement à me donner de la valeur plutôt qu'en prendre. Donc, c'est important, la fidélisation. Parce que si on ne s'intéresse pas à la fidélisation, c'est comme si on se disait, ouais, ben c'est pas grave que les gens soient rentrés dans mon entonnoir puis que je les perde. Je sais plus ils sont où. C'est pas grave. Je jette de l'argent par les fenêtres. C'est pas important. Donc, demandez-vous si vous voulez être une entreprise qui fait continue ou qui fait restart en continu. Je sais que c'est important d'acquérir des clients, mais c'est très important de les chouchouter puis de les conserver. Donc, d'où l'importance de générer une expérience merveilleuse qui nous connecte autrement. C'était une conférence sur le marketing identitaire ou relationnel. Je vous dirais que les gens consomment soit
pour qui ils pensent qu'ils sont, qui ils aimeraient devenir ou qui ils veulent avoir l'air d'être. Okay? Donc, les gens, en général, quand ils sont dans une relation avec une organisation, surtout depuis qu'il n'y a plus d'église, etc., ils essayent de vivre une expérience qui est cohérente avec la partie d'elle-même qui tentent d'animer. Et puis, ils veulent avoir une relation positive avec les autres, y compris les membres de l'organisation. Et ils veulent avoir une expérience positive aussi avec la marque. Quand tu sais que le chef d'Uber n'est pas très sympathique avec ses employés, ben peut-être tu es plus gêné finalement de prendre un Uber, tu te sens moins confortable. Alors, les spécialistes sont venus avec toutes sortes de modèles pour venir aider les entreprises. Il y en a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de consultants, ils sont très bons et ils font des modèles de toutes sortes qui sont super intéressants, qui prennent une tonne de temps à prendre. Regardez, celui-là, j'aime bien. Il marque tous les moments dans les différentes étapes. Ils ont même pensé au post-purchase dans leur cas, c'est bien. Puis, il marque toutes les raisons d'être en relation. Donc, ils s'intéressent finalement quand la personne rentre en relation sociale en fonction des achats. Eux autres, par exemple, ils ont considéré la loyalty, c'est bien, puis ils ont pris tous les points de contact, puis ils se sont dit, ah, ça, c'est dans la loyauté exclusivement, ça, c'est dans le service, etc., etc. Puis je ne sais pas combien de temps ça leur a pris à faire ces modèles-là. Ça, c'est le modèle de Job to be done, qui est aussi un modèle intéressant, qui aide à découper les choses pour pouvoir les faire plus efficacement. Mais dans ce cas-là, dans tous les cas, on ne s'intéresse pas nécessairement à la fidélisation. Celui-là, je l'aime beaucoup graphiquement. On dit avant la visite dans le musée, qu'est-ce que je vis, là où c'était positif, là où c'était négatif, puis où est-ce que je sors. Sauf qu'il n'y a qu'un seul customer journey. Comme si tous les gens, c'était un one size fits all dans la relation d'affaires. Et puis que finalement, il y a des choses à régler, puis une fois qu'on les a réglées, ça va être correct. C'est magique, non? Ça ici, on a des gens qui, là, on pense avant, pendant, puis après, donc les différentes façons de rentrer en contact, une fois qu'on rentre dans le check-out, puis après ça, ben, qu'est-ce qui nous arrive si on veut en parler. Bien, c'est pas toujours évident. J'aimerais revenir en arrière. Oui, voilà. Celui-ci me plaît beaucoup aussi parce qu'on montre le Customer Journey, son expérience, mais aussi tout l'effort de guerre, entre guillemets, de l'organisation pour réussir à servir un client dans un restaurant. Allons-y dans le restaurant, tiens. Ça, c'est en Autriche, il y a quelques années. Je me suis assise sur le bord du Danube pour manger un déjeuner et pour une fois, j'ai su qu'est-ce que je commandais. Parce que, pour une fois, quelqu'un avait eu la excellente idée de décider de me montrer ce que je pourrais manger plutôt que de me l'écrire. Pas besoin de traducteur. Et puis même quelqu'un qui parle allemand, de toute façon, il n'y a rien de mieux de tel pour dire, tout d'un coup, le cerveau limbique dit ça, ou ça, ou ça. Donc, ça, c'est un bel exemple de point de friction, très, très, très simple. Et puis, ça donne l'eau à la bouche. Donc, on prépare notre corps. Tout le monde qui connaît la biologie de l'alimentation dirait qu'effectivement, il faut que tu regardes ton aliment parce que là, tu fais les bonnes enzymes, etc., etc. Un autre exemple, ça, c'est une vidéo. Il faut que tu prennes le lien. Puis que tu vas en avoir encore 2 autres après. Il faut que tu sortes. Non, il faut que tu sortes. Oui, voilà. C'est la slide précédente. La slide précédente. Je m'excuse tout le monde d'avoir mis des vidéos. J'aurais pas dû faire ça. J'étais comme, j'innove, je fais des vidéos cette année. I've been dreaming about coming back for the last 4 years. Donc, un restaurant à Bogota. This is Andrés Paneles. Imagine a circus, an art gallery, a nightclub, and a killer steakhouse all under one roof. That's Andrés, but even that definition seems limiting. Since 1982, this sprawling den of eccentricity has been luring up to 3,000 people through its doors and into a world of complete fantasy. Everywhere you look, there's something or someone to dazzle, to delight, to make you wonder who in the heck dreamt this up. Every detail you find here, you won't find it anywhere in the world. It's just so weird. It's like the weirdest place I've ever seen. It's so different. What is aroma? Smiles, people, and music and water. Try it. Ça va être bon. Overstimulation Donc, Central. ça, c'est un restaurant à Bogota, en Colombie, une petite chaîne de restaurants. Il y en a 4 ou 5 seulement qui existent. Et puis, c'est des restaurants qui servent environ 500 personnes facilement. Il y a 4 étages des fois. Et quand tu arrives là, bien sûr, il y a une file. Puis après ça, quand tu montes, puis il faut que tu trouves ta table, si tu es au 4e étage, tu vas faire des escaliers, tu vas te promener. Mais c'est comme une visite dans un musée, dans quelque chose d'un peu étrange, une nouvelle culture. Tu te promènes jusqu'en haut, tu as quasiment envie de dire, tu veux pas faire le détour par là-bas, j'aimerais aller voir de quoi ça a l'air. Donc, premier point de friction, celui du fait qu'il y a beaucoup de gens, mais normalement, on n'apprécierait pas ça, mais là, c'est toute l'effervescence de ça.
Ensuite, il y a le fait que quand est-ce qu'il faut attendre la nourriture, ça prend du temps. Et il y a des petites attentes, c'est normal. Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? C'est qu'ils ont une série d'artistes qui se promènent, qui ont l'air de toutes sortes de choses différentes. Et puis là, ça chante, ça fait des sombreros, ça te met des espèces de bandoulières comme ça, disant plus gentille fille en ville. Ils prennent des photos, ils te font des jokes, ils t'amènent danser, etc., etc. Alors, sans t'en rendre compte, tous les temps d'attente, qui seraient des points de friction normalement, sont devenus des points d'enchantement et les gens vont là pour ça. Même la carte du menu est super belle. Et puis, par exemple, quand c'est le temps de nous donner l'addition, ben, l'expérience n'arrête pas. Genre, c'est pas une addition. Ils te le mettent dans une cartouche, comme ça. Et puis, ben là, c'est comme, genre, je suis prêt à payer. Bon. Donc, c'est comme sympathique. Regardez, ça fait 8 ans que je suis allée, j'ai encore la cartouche. Donc, ça marche. Le service entier a été donc créé pour réduire les points de friction. Et à ce moment-là, quand on regarde du point de vue de l'utilisateur, lui, il ne voit pas ça comme un funnel de vente. Il ne s'intéresse pas, lui, à ça. Lui, ce qu'il voit, c'est juste la prochaine étape, puis comment il se sent. Donc, il passe d'une émotion A, une émotion B, une émotion C. Si, supposons, ça a duré 3h30 quand même, ce repas-là. C'est quand même long à table. Moi, d'habitude, là, je serais peut-être déjà partie. Mais c'était spécial. Donc, tous les points de friction étaient rattrapables, finalement, avec cette chaîne de valeur-là. Donc, si on y pense bien, ça veut dire que pour le même investissement d'attraction client qu'on rentre dans le tunnel de vente, on est capable de faire 3 autres ventes. Premièrement, fidéliser notre client. Ça veut dire qu'il va faire une deuxième vente, okay? La première vente. Ensuite, il va peut-être me recommander parce qu'il a compris ce que je fais et il considère que ça vaut la peine. Ça veut dire que même s'il ne va pas m'acheter, il va dire à son voisin, c'est pour toi. Ensuite, ça va générer de l'engagement, donc il va devenir ambassadeur, il va venir coloniser finalement d'autres personnes, il va venir les inciter à faire ça. Fait que ça m'a fait faire ce schéma-là. C'est un nouveau schéma que j'ai inventé, qui finalement est une espèce de mash-up de tous les schémas de marketing que je trouvais le fun, y compris le growth hacking et compagnie. Et je me suis dit, ben tiens, il est temps qu'on s'intéresse à comment ça marche. On va les regarder un par un, mais remarquez, normalement, le funnel de vente, c'est une perte de gens, tandis que dans ce cas-ci, on s'intéresse à récupérer les gens. Okay? Ce n'est pas moi qui ai inventé cette idée-là, là, en passant, mais je trouve ça génial parce que finalement, chaque client pèse pour plus lourd. Alors, au début, bien sûr, il y a 2 types d'attraction de clients. Il y a le push et le pull. Donc, le push, c'est la publicité, c'est les différentes façons, les tracts, moi dans les événements, etc. Le pull, c'est, par exemple, quelqu'un qui se dit « Ah, il me semble qu'il me faudrait un nouveau barbecue. » Et là, c'est d'être trouvé par le SEO, par les AdWords, par la référence, les amis qui se rappellent qu'il y a un bon vendeur de barbecue par là-bas. Et là, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la business et on se dit « Ah, c'est peut-être intéressant. » Et c'est là où se passe le phénomène viral. Tu sais, la fameuse viralité que tout le monde parle, en fait, supposons que je reçois une pub Facebook, ça ne me regarde même pas, je n'ai pas de piscine, mais je regarde quand même ça. Ça m'impressionne, la pub est bonne, l'engagement est bon, et là, hop, share, un seul petit bouton et je l'ai passé à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que chaque personne qui regarde repasse au suivant finalement et d'une façon exponentielle. Et c'est ça le viral. Le viral, c'est quelque chose de surface. C'est quelque chose qui se passe pas loin dans le funnel, mais qui s'assure que chaque fois que j'ai investi à rentrer quelqu'un dedans, la plupart du temps, il va rentrer d'autres gens pour moi. Donc, mathématiquement, il y a plus de monde, donc plus de chances que je vende, mais en plus, c'est des gens qui sont préqualifiés parce qu'ils sont référés par un ami, parce qu'on croit toujours plus que ce qu'un ami nous dit. Puis en dessous, on a je l'avais. OK, c'est ça. En dessous, on a finalement le fait qu'on regarde les critères. On s'intéresse aux critères les uns après les autres. Et puis, on se dit, ah, peut-être que oui, peut-être que non. Un bel exemple d'entreprise qui a réussi à travailler sur ce projet-là, c'est Structure, qui est au Québec. C'est une compagnie de meubles qui vend des meubles plutôt de moyenne gamme, OK? Et quand on va là, bien, souvent, c'est pour les gens qui sont des gens qui sont urbains ou des femmes. Et on arrive là, on regarde la table, puis on se dit, est-ce que ça rentre chez moi? Alors, la dame, très gentiment, nous donne un super beau galon à mesurer. Je ne sais pas comment vous appelez ça, vous autres, mais en tout cas, un galon à mesurer. Et là, tu peux mesurer. Non seulement, c'est peut-être ton premier galon à mesurer dans ta maison. Ou encore, c'était celui de ton chum, de ton ami, ton colocataire. Enfin, un galon à mesurer qui est à toi. Il est beau, il est rouge en plus. Mais en plus, si tu n'es pas quelqu'un de très rationnel, tu risques de penser, rendu chez toi, que ça va être plus vrai la mesure que tu as pris, que tu vérifies chez toi, que si tu avais pris le galon de ton chum. Donc, et chaque fois qu'après ça, je prends des mesures, bien, je pense à Structure. Alors là, on imagine une fille ici qui est en train de... Hey, je capote, même.
Donc, on a un galon. Une fois que, donc, je vous ai dit, on arrive, on attrait les clients. Normalement, en growth hacking, ils appellent ça là, attraction. Après ça, ils parlent de activation. Et puis, plus bas, hop, je vais continuer. Et puis, ensuite, une fois qu'on est rendu, puis qu'on a pesé le pour puis le contre, on est rendu à une étape où on va se dire, est-ce que, oui, yes, je l'ai eu. Non, oui, je l'ai eu. On va se dire, est-ce que c'est pour moi ou c'est pas pour moi? Si c'est pour moi, wouhou! Fait que voyez-vous, j'ai mis des petites licornes, des petits arcs-en-ciel. Si c'est pas pour moi, peut-être que je vais dire, c'est pour mon voisin. C'est cool, c'est bien. Ça, à ce moment-là, l'investissement n'est pas perdu, il n'est que transféré à quelqu'un d'autre. Et avec un peu de chance, je vais tellement bien lui vendre ça en lui disant, j'ai tout déjà regardé pour toi, laisse-moi monétiser le temps que j'ai passé avec toi, puis le transformer en relation sociale avec toi. Bien là, à ce moment-là, la personne est déjà en considération, elle est déjà plus loin. Mais si je n'ai pas bien fait mon job, puis que ça a été difficile pour moi, la considération, puis ça, c'est possible que ça tombe en game over, puis qu'on perde le client. Quand c'est le temps de l'acheter, on n'achète pas tout de suite. Pour plein de raisons. On n'a pas l'argent tout de suite. On a prévu quand est-ce qu'on déménagerait. Par exemple, moi, j'avais prévu un voyage au Vietnam, mais je tombe enceinte 2 fois. Donc, j'ai pas eu de... Je suis pas encore allée au Vietnam, mais j'ai choisi mon voyage. Là, l'achat, c'est une expérience plus ou moins difficile, selon le contexte, OK? Et puis, après ça, on a notre première expérience d'utilisation. Puis, voyez-vous, si jamais ce n'était plus la première, mais on a une expérience d'utilisation. Des fois, on a déjà eu une expérience d'utilisation avant avec une personne qu'on accompagnait. Mais cette fois-ci, c'est nous autres qui le faisons. Donc, on a une expérience. Et on arrive avec notre émotion A, avec tout notre bagage, tous nos besoins. Et là, on veut rentrer, on veut essayer, puis on espère que ça va bien aller. Parce que sinon, on va être déçu d'avoir acheté. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Si ça va bien, puis qu'on aime ça, wow! Fait que là, on remet les licornes, on remet les arcs-en-ciel, c'est super parce que là, on rentre dans une relation plus durable avec notre consommateur. Peut-être à ce moment-là, je vais dire, ouais, c'était pas si bien, là, mais OK, mais ça serait bon pour quelqu'un d'autre. Alors là, c'est là où vraiment je vais être en recommandation puis en commentaire. C'est là où les gens sur Amazon écrivent, par exemple, écoute, c'était pas pour moi, là, mais c'est quand même bien. Puis là, tu te dis, ah, je le crois plus, lui, parce qu'il n'est pas comme overly enthusiastic. Donc, tu sais, c'est là où tu as toute cette espèce de game-là du Web 2.0. Puis encore une fois, ben, tu meurs si tu ne réussis pas. Ça, je vais aller très vite. Ça, c'est un exemple là, de où est-ce qu'on fait de la fidélisation puis qui n'était pas prévu, en fait. Ça, c'est tout simplement des bonbons. Des bonbons que j'ai achetés en Colombie, justement, et que dessus, il y avait des messages. C'était comme sympathique, mais je ne m'en étais pas rendu compte. Mais les messages, à un moment donné, j'en avais assez de manger des messages que je me donnais moi-même. Fait que je me suis mis à en donner aux autres. Puis là, les gens, ils m'aimaient plus parce que j'avais donné un bonbon avec un message qui dit « Passe une très excellente journée ». Alors, quand j'ai fini le sac, je voulais tout de suite en racheter. Et c'est un exemple d'expérience wow qui est parfois imprévue puis qui génère justement du repeat business. Un petit peu comme à un moment donné, les chips là, qui avaient du trivia dessus, là, ça rendait un petit peu les gens fous. Et ensuite, donc, à ce moment-là, je suis rentrée dans une relation de fidélisation. Là, je suis prêt à commencer à acheter à nouveau, acheter plus, augmenter ma dépense et aussi, par exemple, faire de la vente croisée, suivre les partenaires, embarquer, etc., etc. Et j'ai tellement investi dans cette compagnie-là en termes de temps, en termes d'enthousiasme, en termes d'émotion, en termes d'argent, que je vais avoir le besoin de rentrer en relation et de devenir finalement un ambassadeur parce qu'il faut que je sois fière quand même de ce sur quoi je mets mon argent. Un exemple avec ça, c'est John Fluvog, qui est une compagnie de chaussures. On a ici les boîtes. Ceux qui ont vu ma dernière conférence, j'en parlais. Et John Fluvog, eux autres, ils font toutes sortes de choses intéressantes parce qu'ils s'intéressent à tout le funnel de vente. Donc, c'est des chaussures un petit peu olé-olé ou est-ce que c'est des séries uniques, très sympathiques. Et quand ils disent qu'ils font un rabais, ils font un rabais parce que tu es vraiment awesome. Puis, ils ont comme une façon de nous parler qui est très, très relax, très sympathique. Et par exemple, ils vont nous proposer de faire nous-mêmes, nous-mêmes inventer, là, ça n'a pas revenu en arrière. Ils vont nous dire, par exemple, faites des chaussures, dessinez des chaussures de vos rêves, ça se peut qu'on les fasse. Puis ils en font environ 1 par mois. Et ils mettent ton nom dessus. Et après ça, ça se diffuse partout. Puis, tu as ta chaussure de rêve. Je pense que tu en envoies 3-4 paires, tu en donnes à tes copines. Et les gens votent, les gens disent des commentaires. Un peu comme sur Threadless, mais d'une version un petit peu genre vraiment geek de souliers. Le flux marché aussi, quand mes souliers sont très beaux, mais j'ai changé de style, je ne veux plus les porter. Les Fluvog sont des objets de collection pour les gens qui tripent sur Fluvog. Donc, à ce moment-là, tu peux les revendre à même leur site web, les anciennes collections Fluvog. Donc, tu ne perds jamais la relation. Alors, moi, j'ai regardé quand ils ont sorti ça, il y en avait plein sur eBay, puis maintenant, ils sont tous rendus sur leur site. Ils contrôlent le temps que ça prend avant que quelqu'un en revende, la qualité, en fait, de quoi a l'air le soulier, etc., etc.
Donc, est-ce que je peux mettre ça plus clair que ça, que c'est vraiment extraordinaire, la fidélisation et la relation client, et que de l'autre bord, on passe notre temps à mettre de l'argent pour peut-être plus jamais le revoir. Et un bel exemple, hier après-midi, là, il y a un lien, là. Il faut que tu le prennes. Fait que hier après-midi, il y avait, on avait Ludovic qui a merci. de Do You Buzz. Et je l'ai écouté sur le streaming, puis c'est resté comme dans ma cache YouTube. J'en ai profité, je l'ai enregistré. Puis je vais vous passer juste un extrait. Nos deux produits, on a fait la même erreur, c'est qu'en fait, on écoute nos early adopters et on se dit c'est génial, le produit est top. Et en fait, on n'arrive jamais à convaincre la majorité, et la majorité, c'est des pragmatiques. Donc eux, ils ont plein de bonnes raisons de ne pas changer. Et de rester sur Word, en gros, c'est ça que ça veut dire pour nous. Et le jour où ils basculeront, c'est vraiment tout le monde a basculé, c'est vraiment ton produit, il est nickel, et qui règle tous les problèmes, et qu'il n'y a aucune frustration ou friction pour basculer. Voilà. Et beaucoup de startups se tapent le mur entre les early adopters et les early majority. Tu peux lancer un produit et avoir 30 000 utilisateurs qui sont pour majorité des early adopters, et tu crois que ton produit marche. Et en fait, il n'est pas préparé à conquérir un marché. Ça, c'est la dure réalité. Des startups. Bon, tu peux... Donc, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tout le monde finalement qui le dit. Il faut absolument réussir à faire quelque chose qui a tellement peu de friction que c'est très facile à adopter. C'est très facile à passer à autre chose. Puis il y a souvent l'espèce de pensée magique que parce qu'il y a des gens qui nous aiment déjà, que tout le monde va nous aimer. La plupart des gens, peut-être au début, les gens nous aiment effectivement pour nous, peut-être pas tant pour notre produit. Puis ça va être difficile de continuer. Fait qu'éviter cette espèce de pensée magique-là. Une femme qui m'a beaucoup influencée, moi, dans ma carrière, ça a été Jane Levy, qui disait qu'un killer UX design devait avoir pas de friction et accomplir les buts des clients avec très, très peu de résistance. Ceux qui connaissent la Business Value Proposition d'Oster et Valdeur sauront de quoi je parle. Vous pouvez faire ce truc-là. Donc, au-delà de toutes les techniques qu'on pourrait faire, par exemple, tous les consultants, tous les gens qui disent « Ah, les gens aiment ça sur Pinterest quand tu fais ça, les gens aiment ci, aiment ça », mais peut-être que vous pouvez essayer tout simplement de parler à vos clients puis d'adopter un regard vraiment ethnologique sur les comportements et les émotions naturelles des gens. Donc, naturellement, ils ont quelle émotion A? Après un événement comme ça, selon tel paramètre, quelle est leur émotion B? Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Il y a les sondages systématiques. Par exemple, vous pouvez tout simplement demander quel est le Net Promoter Score, qui est documenté, c'est une formule mathématique qui nous donne une idée de si on va avoir une croissance l'année prochaine. C'est quelque chose d'efficace, c'est quelque chose qui marche bien. Vous pouvez l'envoyer quand les gens sortent, vous leur posez la question, est-ce que vous nous recommanderiez? Vous pouvez l'envoyer par email, vous pouvez le faire comme vous voulez. Par contre, vous ne saurez pas pourquoi. OK? Donc, vous saurez si vous allez pouvoir embaucher plein de gens pour l'année prochaine ou pas, mais vous ne saurez pas pourquoi. C'est là où la recherche qualitative intervient. Par exemple, vous pouvez parler à vos clients puis essayer de savoir ce qui se passe dans leur tête. Selon les études, ça dit qu'on a besoin de parler juste à 5 des gens, à 5 personnes pour avoir 85 des solutions trouvées, des points de friction puis des points de aha moment. Donc, ce n'est pas très long, finalement, parler avec ces gens-là. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est interroger les utilisateurs de plusieurs façons. On peut leur parler en face-à-face, on peut essayer le téléphone. C'est sûr que le face-à-face crée une relation un peu plus copine-copine, où ce qu'on est capable de dire « Ah, ouais, tu sais, vos téléphones, ben, il faut quelqu'un qui a comme qu'on entend son sourire là, dans le combiné. » Fait que, il faut, pour avoir vraiment les gens qui se dévoilent, OK? Et on peut le faire en groupe de discussion si on veut confronter certaines réflexions qui soient éthiques ou quoi que ce soit. Et puis aussi, bien, il y a les mises en situation. Toute la trend des Living Labs est vraiment basée là-dessus. Moi, je vais vous donner une solution qui est vraiment facile à réaliser, que vous allez être capable de faire si vous n'avez pas l'argent pour payer des consultants comme moi, qui sont awesome. Puis, finalement, puis que vous n'avez pas envie, donc moi non plus, je n'ai pas envie, de faire 3 semaines pour faire un schéma que personne ne va comprendre puis que personne ne va utiliser dans l'organisation. Donc, puis en passant le schéma, là, je vais juste vous dire, là, on ne peut jamais prédire à 100% ce qui se passe parce qu'en fait, effectivement, chaque relation client est unique. Fait que c'est un peu comme un boulier, tu as des points de contact, puis blablabla, puis tu sais que celui-là est plus fréquent, celui-là est moins fréquent, mais c'est seulement en parlant avec les gens que tu vas savoir pourquoi. Tu n'as peut-être pas besoin de savoir exactement c'est quoi les signes. Regardez, comme ça. J'espère qu'ils n'y ont pas trop pensé parce que je ne sais pas quoi faire avec ça, mais ça ne m'a rien dit de regarder ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, à la base, il y a 3 conditions pour bien débuter ce que j'appelle une étude ethnographique. Premièrement, vous allez choisir une problématique qui est claire, quelque chose de simple. Par exemple, moi, j'ai travaillé avec un grand groupe québécois qui est comme le IKEA du web. C'est comme, ils correspondent à 60% des ventes sur Walmart.com. Okay? Et eux autres, ils voulaient savoir pourquoi les gens achetaient des meubles en ligne sans les toucher.
Bien, on n'est pas allé leur dire pourquoi tu achètes des meubles en ligne sans les toucher. On est allé les voir, puis on a appelé, premièrement, on a appelé un segment porteur, des gens qui avaient déjà acheté chez nous dans la dernière année, puis on les a appelés, on leur a dit, est-ce que tu avais un projet de déco? Est-ce que c'était quelque chose qui avait du sens pour toi? Si oui, OK. Est-ce que tu te rappelais que c'était South Shore? Parfait. Donc là, on leur parlait et là, on leur demandait, bon, bien, comment c'était ton premier projet, comment ça s'est passé ton projet de déco? On leur a pas rien demandé d'autre. On leur a juste fait ça, puis on a posé des questions, puis on a interagi avec eux autres, et ça nous a permis de savoir finalement à quel moment intervenait finalement la recherche en ligne et quels étaient les risques, les facteurs de risque qu'ils percevaient, sans qu'on aille à leur demander. Parce que quand on leur demande, ce qui arrive, c'est qu'on induit un biais. Par exemple, si on leur demande, est-ce que c'est le genre de meuble que tu vas passer à tes enfants et tes arrière-petits-enfants? Ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. Ils n'y ont pas pensé. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous avez une série de points quand vous parlez aux gens? Ça ne revient pas en arrière. OK? Ce que vous faites, c'est que vous prenez vos points de contact et là, vous vous intéressez à voir, bon, quand les gens ont parlé, lesquels sont plus ressortis. Vous vous intéressez qu'à ceux qui sont plus ressortis, puis vous vous demandez dans quel contexte c'était des enchantements, dans quel contexte c'était des points de friction. Et tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser l'équivalent de l'Empathy Map. Vous n'êtes pas obligé de le remplir parfaitement, tant que vous vous entendez entre vous autres. Et puis, vous allez vous dire, bon, ben voici qu'est-ce qui se passe quand mon client il est rendu là, puis il vit ça. Donc, là, ce qu'il y a dans l'Empathy Map, le pain puis le gain, en fait, mon point, l'enchantement, c'est comme une simplification. OK? Donc, un événement peut être painful ou joyful. OK? Je ne sais pas si je l'ai mis assez clair, ce point-là. Fait que là, donc, tout simplement, vous allez vous demander qu'est-ce qui ressort, puis quels sont les moments ou encore les endroits dans le funnel de vente où est-ce que les clients sont ont plus de difficultés. Puis c'est comme ça, vous allez commencer à vous rendre compte qu'il y a une chaîne de contact, de points de contact qui est comme un peu plus fréquente, qui a plus de force. C'est pas qu'ils n'en font pas d'autres entre, c'est pas qu'ils font tous exactement ça, mais il y a comme une chaîne qui est comme un peu prévisible où est-ce que ça peut être problématique ou encore extraordinaire. Et ça, c'est à ça que vous allez vous intéresser pour les prochains 6 mois. Après, vous allez reposer des questions parce que vous n'allez pas vous arrêter là, vous aurez évolué, vous aurez induit des changements, donc vous allez avoir besoin de les vérifier. Il y a peut-être un compétiteur qui est rentré, qui fait des choses. Donc, à ce moment-là, il va falloir toujours vérifier encore. C'est juste 5 personnes à parler puis s'entendre avec l'équipe. Donc, ce n'est pas très long. Vous êtes capable de le faire. Puis en plus, dans le web, si vous avez une partie web ou encore si vous avez des trackers physiques, vous allez être capable de savoir statistiquement s'il y a un problème quelque part. Donc, ça va vous donner des insights de qu'est-ce que vous pouvez chercher, sur quel point vous pouvez chercher. Fait que ça, c'est juste un tableau rapide pour dire, bon, bien, entre le qualitatif et le quantitatif, bien, d'un bord, quand on a du quantitatif, on va faire du qualitatif pour vérifier le pourquoi. Puis quand on n'a pas encore de quantitatif, on va faire du qualitatif pour savoir qu'est-ce qu'il va falloir traquer pour le futur. Et là, c'est très important de tester. Là, j'avais une vidéo, j'expliquais tout simplement, si vous avez vu le film McDonald's, puis dans le film de McDonald's, ils expliquent qu'ils avaient testé une façon d'être plus efficace pour servir le burger, non pas en 30 minutes, mais en 30 secondes. Et là, ils font un hamburger ballet, qu'ils appellent, et là, ils testent tous comment ils vont se positionner pour être efficaces dans la cuisine. Donc, faites des tests, ça vaut la peine. Là, il n'y avait pas besoin de monter une cuisine, ils ont juste besoin de faire du chalkboard. À un moment donné, on a eu à faire une espèce de jeu stratégique pour aider les gens à faire de la prise de décision. On a fait une première version. Après ça, on l'a testé avec des utilisateurs. On a vu ça marchait pas. On a révisé le design. On l'a retesté avec des utilisateurs. On a vérifié où ce que ça prenait pas. Puis, pour terminer, bien, ça nous a donné un jeu complet qui marchait bien. Puis, il y a 300 organisations qui l'utilisent au Québec présentement. Donc, la recherche-action, c'est toujours une bonne idée. En résumé, pour cette conférence, une émotion A, un événement, intéressez-vous à ça, pourquoi, comment, dans quel objectif, c'était quoi leurs objectifs à faire, qui génère une émotion B, que vous voulez positive pour réussir à travailler avec vos clients. Merci. Wow!